Oui. Bonjour. Donc nous on va parler de la dépendance avec un petit peu trois points de vue un petit peu différents, puisque moi je vais plutôt m'intéresser au financement. Éric d'Horizon va présenter un petit peu ce qui peut se passer du point de vue de l'immobilier et de la dépendance, et puis enfin le point de vue du médecin François Piette. Donc c'est plus complémentaire que vraiment une discussion. Moi en fait que j'ai repris en fait les propositions en fait sur lesquelles j'avais fini lorsque j'avais fait la présentation en mars à la CDC. Et avant de revenir sur les propositions, juste quelques faits que j'avais présentés plus longuement, mais qui permettent de démarrer un petit peu la discussion. Donc, a priori, il n'y a pas d'explosion de la population dépendante, mais une augmentation constante avec des moments d'accélération, hein. On est plutôt sur une augmentation d'1% par an, donc il n'y a pas de catastrophe démographique, mais un coût conséquent pour les finances publiques. Ça, c'est pour limiter un petit peu tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de la population dépendante. Il y a le fait que la demande sociale en fait, de prise en charge peut évoluer beaucoup plus fortement que les composantes démographiques, hein. C'est-à-dire que pour une dépendance donnée, la prise en charge aujourd'hui peut être beaucoup plus coûteuse qu'il y a 20 ans, parce qu'en fait, on considère qu'il faut un taux d'encadrement dans les maisons de retraite beaucoup plus élevé, qu'il faut la climatisation, etc. Il y a une certaine assurabilité de la prise en charge à domicile, ce qui n'était pas évident. On a un secteur de l'assurance privée qui est encore peu développé, hein, en termes de couverture du marché, puisqu'on est à peu près autour de 15% des plus de 60 ans, ce qui reste faible si on compare à la complémentaire santé. On a pourtant un produit d'assurance qui est apprécié des classes populaires et des classes moyennes, hein, donc qui a vocation à devenir plutôt un produit de masse. Et enfin, des possibilités de substitution capital-travail dans le secteur de la prise en charge. Donc ça, c'était en fait les conclusions de la présentation qu'on avait faite avec Alain au mois de mars. Et donc là, j'ai résumé en fait les propositions. Donc la première proposition, je crois, c'est vraiment l'urgence de réformer. Réformer à la fois l'assurance dépendance pour sortir en fait de l'attentisme à la fois de la part des assureurs, hein, qui attendent un petit peu la nouvelle donne institutionnelle pour lancer des nouveaux produits, de la prévention, etc. Mais aussi un attentisme assez fort de la part des particuliers qui attendent en fait de savoir quel sera vraiment le dispositif public final avant de souscrire un contrat d'assurance ou d'acheter un studio ou de constituer une épargne, enfin de mettre en place une stratégie de couverture par rapport aux risques financiers de la dépendance. Et réformer donc permettrait de donner davantage de lisibilité aux acteurs afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute sérénité. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des gens qui se disent oh ben moi je ne m'assure pas parce que ça se trouve l'État va tout prendre en charge. Enfin, peut-être qu'ils se trompent, hein, dans leurs anticipations, mais ils disent peut-être que l'État va tout prendre en charge, donc ça ne sert à rien de m'assurer aujourd'hui, et peut-être que ça ne servira à rien demain, donc je préfère attendre. Et ça, je pense que c'est une situation, puisque ça fait plus de 5 ans qu'on parle de la réforme de l'assurance dépendance, je pense que c'est une situation qui est vraiment pas bonne en fait pour prendre en charge ce risque. Dans la deuxième proposition, en fait, j'essaie de voir un petit peu les avantages et les inconvénients d'une assurance dépendance obligatoire, hein. Alors, dépendance obligatoire, qu'elle soit à limite publique ou privée, hein, peu importe. Là, pour l'instant, on s'intéresse vraiment à l'assurance dépendance obligatoire. On a 3 arguments, hein. On a un premier argument qui est un argument paternaliste, hein, c'est-à-dire qu'on force les individus à être prévoyants, hein. On a un autre argument qui est l'argument de l'antisélection, c'est-à-dire que si tout le monde s'assure, ben on est sûr que les mauvais risques ne vont pas être plus présents dans les portefeuilles assurés que la moyenne de la population. Et puis ça permet de solvabiliser la demande et donc, in fine, d'inciter les industriels, disons, à investir dans le secteur de la prise en charge et donc, in fine, diminuer le prix de la prise en charge. Dans les inconvénients d'une assurance obligatoire, on a le fait que 57%, hein, ça c'est les derniers sondages, hein, des Français, sont contre une assurance privée obligatoire, hein. Et en effet, si on met une assurance obligatoire, on peut aller à l'encontre des préférences individuelles. J'ai montré dans un papier avec Franck Bien et Arnaud Chassagnon que certains individus peuvent rationnellement décider de ne pas s'assurer parce qu'ils estiment que quand ils seront dépendants, que leur vie sera finie et qu'ils n'ont aucune envie de transférer de la richesse à cet individu âgé, dépendant, qui les intéresse pas du tout en fait. Et enfin, le troisième argument qui est contre, c'est que ça peut désinciter les enfants à s'occuper de leurs parents et ainsi à aller à l'encontre des solidarités familiales. Mais bon, on voit quand même que les arguments qui plaident pour une assurance dépendance obligatoire sont quand même plus forts, disons, a priori, que les inconvénients d'une assurance
obligatoire. Mais bon, c'est pour discussion. Dans la proposition 3, je crois que ce qui est important, et ça plusieurs rapports l'ont montré, notamment la commission Fragonard, auquel j'ai participé, c'est le fait qu'à ressources constantes, il est important de concentrer l'aide sur ceux qui en ont le plus besoin. Alors ceux qui en ont le plus besoin, c'est à la fois les plus dépendants et c'est aussi les plus démunis. En effet, on pourrait revoir les plafonds d'aide aux plus dépendants en augmentant le plafond pour le GIR 1, quitte à diminuer un petit peu ce qu'on donne au GIR 4. Alors, parce que quand on est vraiment dans un GIR 1 avec un Alzheimer, etc., on a vraiment un coût de la prise en charge qui est très élevé, alors que c'est vrai que dans le GIR 4, bon, c'est quand même beaucoup plus difficile de voir si on est vraiment dépendant ou si il y a un petit peu d'opportunisme. Alors, rappelez peut-être GIR, c'est le GIR 1, oui, c'est là où on est le plus dépendant. Voilà, les GIR 1, c'est quand on est vraiment le plus dépendant, et le GIR 6, c'est quand on est quasiment autonome. Donc le GIR 4, on parle des fois de dépendance légère quand on parle de GIR 4. Alors ce qui peut aller à l'encontre de cet argument-là, c'est le fait que si on prend en charge en GIR 4, ça sert de prévention aussi. Et donc ça peut diminuer, in fine, le risque de tomber en GIR 1. Mais bon, c'est des choses qui sont encore en discussion. Un deuxième point qui me semble important, c'est conditionner davantage le niveau de l'APA versé au niveau de revenus et de patrimoine, pour en fait ne plus avoir une aide, parce que aujourd'hui, quand on regarde en fait le niveau d'aide publique, donc en ordonnée et qu'en abscisse, on a le niveau de revenu des personnes, on a vraiment une courbe en U, c'est-à-dire que les plus démunis sont relativement bien pris en charge, et puis au niveau des classes moyennes, ça diminue, et puis ça remonte en fait pour les plus hauts revenus avec tout ce qui est aide fiscale, etc. Et je pense que ce qui est important, justement, c'est de lutter contre cette courbe en U qui fait qu'on a vraiment le cœur de la population, c'est-à-dire classe populaire, classe moyenne, qui reçoit relativement peu d'aide, en fait, par rapport aux autres classes de la population. Dans la proposition 4, je pense que... Alors ça, c'est une proposition que je défends, mais je pense que c'est important de ne pas faire peser le financement donc, de l'aide publique uniquement sur les jeunes via le travail. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a parlé en fait du financement de la dépendance, on a parlé du lundi de Pentecôte qui était travaillé, on a parlé d'une augmentation possible des cotisations sociales. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce type de mesure ne fait qu'augmenter le coût du travail, ce qui nuit à notre compétitivité, mais c'est surtout que ce type de mesure en fait fait que le financement de la dépendance ne pèse que sur les jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Or, je pense que ça a été rappelé ce matin, il existe en France un fort déséquilibre entre générations dans la répartition des richesses. Je renvoie aux travaux de Chauvel et d'André Masson. Et c'est pour ça que je pense que le financement de la dépendance ne doit pas peser uniquement sur les jeunes via le travail, mais qu'on peut utiliser d'autres mécanismes, comme par exemple aligner la CSG des retraités sur celle des actifs, financer davantage la dépendance via la CSG, qui porte sur le travail mais aussi sur le capital, et puis qui est un impôt beaucoup plus indolore, taxer par exemple davantage les successions, puisqu'on sait que les patrimoines ont énormément augmenté dans les 30 ou 40 dernières années. Les travaux de Piketty parlent ils ont été multipliés quasiment par 6, je crois, dans les 40 dernières années. Et aussi, par exemple, taxer davantage les plus-values immobilières qui profitent en général davantage aux seniors, disons, plutôt qu'aux plus jeunes. L'idée ici, c'est de ne pas uniquement donc, faire peser le financement de la dépendance sur les jeunes actifs, mais aussi sur les seniors plutôt aisés. Et ça, je pense que ce rééquilibrage est important. Et ça renvoie, en fait, de manière plus générale, au fait de financer la protection sociale par la CSG davantage que par les cotisations sociales, qui est un débat d'actualité. Ça, c'était pour la proposition 4. Pour la proposition 5, je parle de tout ce qui est donc le secteur des gérontechnologies. On a en effet des besoins humains importants pour la prise en charge. On a des difficultés de recrutement aujourd'hui dans le secteur de la prise en charge en raison de la disparition progressive du vivier traditionnel de recrutement, qui était des femmes entre 35 et 50 ans sans diplôme. Et ce type de population tend à disparaître, alors tant mieux, puisqu'elle se forme. Mais du coup, on a des problèmes de recrutement pour les aides à domicile et pour les personnels de maisons de retraite. Je fais le lien là, avec le séminaire sur l'immigration présenté tout à l'heure. Et un point qui peut être important, et ça c'est les Japonais qui ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est la possible substitution au capital-travail sur le secteur de la prise en charge avec tout ce qui est donc, ce qu'on appelle gérontechnologie, c'est-à-dire en fait tout ce qui est robot domestique.
hein. Les Japonais ont énormément investi là-dedans et avec des résultats assez surprenants. Mais pour avoir ce secteur donc, des gérontechnologies, il y a un besoin d'un soutien à l'innovation. Voilà. Un autre dernier point pour revenir en fait à l'assurance obligatoire, c'est qu'une assurance obligatoire, publique ou privée, permettrait donc de solvabiliser la demande et donc inciterait davantage les industriels à investir dans ce secteur des gérontechnologies, ce qui a été fait au Japon. Voilà, donc je suis pile poil dans les temps. Exactement. Je vais passer la parole donc maintenant à Éric d'Horizon qui va parler notamment des établissements pour personnes dépendantes. Merci, bonjour. Effectivement, je suis discutant opérateur, je dirais cet après-midi, opérateur, observateur. Je travaille à la Caisse des dépôts et dans une de ses nombreuses missions, la Caisse a stratégiquement décidé de s'intéresser plus particulièrement au financement de l'immobilier à destination des personnes âgées. C'est à ce titre que j'ai répondu favorablement à l'invitation d'Isabelle. Et donc, de façon beaucoup plus, encore une fois, opérationnelle, enfin observateur de ce qui se passe dans le pays sur la prise en charge de la grande dépendance. Cela va m'amener à, comment dire, essayer de poser deux ou trois questions aux éminents représentants dans la salle ou à mes côtés. Questions qui se posent sur un certain nombre de sujets autour de la définition même de la dépendance, le rôle des uns et le rôle des autres. En tout cas, ce que nous constatons, même si on dit que l'impact pour les finances est de l'ordre de 1 à 10 entre la problématique retraite et la problématique dépendance, si on considère que les retraites pèsent environ 14% du PIB, on est donc sur un sujet lié à la dépendance qui pèse environ 1,5 point de PIB, ce qui dans nos économies d'aujourd'hui n'est pas neutre. Donc le sujet est quand même extrêmement concret dans chacun de nos territoires. Mais je parle à côté d'un gériatre qui précisera vraisemblablement bien mieux les choses que moi, mais les choses évoluent très très vite ces dernières années en matière de dépendance. Et en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'entrée en institution médicalisée se fait à une moyenne d'âge de l'ordre de 85 ans. Ce qu'on note également, c'est que demain, en 2020, plus de 2,2 millions de nos compatriotes seront dépendants. Un peu plus d'1,3 million devraient être atteints de la maladie d'Alzheimer. Et puis, d'un point de vue financier, ce que je constate, et avec tous mes collègues France entière, c'est que dans les établissements où nous accueillons pour les 400 derniers jours de leur vie, puisque c'est la durée moyenne de séjour actuelle des entrants en établissement médicalisé, ce que je constate, c'est que le reste à vivre de plus de 75% des gens qui sont en établissement médicalisé, le reste à vivre est inférieur, donc 75% d'entre eux est inférieur à 500 euros par mois, et que le reste à charge moyen sur les chiffres, les derniers chiffres connus de 2011 de l'adresse, laisse apparaître un reste à charge moyen pour être en établissement médicalisé à hauteur de 1 500 euros en moyenne. Alors, sur ces constats, notre regard, nous, à la Caisse, et en particulier dans mon métier, malheureusement, ça va encore un tout petit peu plus loin parce que quand on est dans les territoires, quand on discute de la dépendance avec les conseils généraux, avec les agences régionales de santé, on entend parler partout du reste à charge. On entend partout parler du prix de journée et on entend tout le monde expliquer que le prix de journée est trop important. Le prix de journée en établissement. Le prix de journée en établissement qui comprend un certain nombre de postes, mais partout, le prix de journée est trop important. C'est le critère sur lequel se fondent un certain nombre de décisions publiques, conseils généraux et agences régionales de santé. Alors dans le même temps, notre regard, nous, à la Caisse, il est un peu brutal. On parle assez peu des 450 000 chutes par an à leur domicile, des plus de 60 ans dans notre pays.
C'est 450 000 chutes qui génèrent environ 300 000 entrées aux urgences hospitalières. Et puis surtout qui font 9 600 morts par an dans le pays pour les plus de 60 ans. Et qui sont liés là, je suis sorti des établissements médicalisés, je suis au domicile de nos compatriotes, je suis dans leur résidence principale, et je constate une adéquation, une adaptation à peu près généralisée de l'état du patrimoine dans lequel nous vivons par rapport aux premiers signes de la dépendance. Et c'est un sujet sur lequel des réflexions alors, économico, technico, financières sont en train de se mettre en place. Évidemment, dans ce concert, les Français continuent à préférer le maintien à domicile, mais le maintien à domicile dans des conditions où vous ne pouvez pas rester à domicile, ou par exemple vous risquez ce type d'incident, c'est pas si simple que ça. C'est assez simple d'en parler au journal de TF1 avec Claire Chazal. C'est un tout petit peu plus difficile de le mettre en œuvre réellement. Et donc, première petite conclusion, il est semble-t-il erroné de vouloir opposer maintien à domicile et placement en institution. Pour qui a pu s'occuper mais je parle à côté d'un gériatre qui est encore une fois bien plus compétent que moi pour en parler, mais pour qui a pu ou dû s'occuper d'un parent GIR 1 comprend que le maintien à domicile à tout prix et surtout si les conditions ne sont pas réunies ne permet pas tout. Alors, donc ça c'est la première petite conclusion que je voulais donner, c'est effectivement vouloir opposer maintien à domicile au placement en institution est vraisemblablement une erreur. Et puis je voulais lancer deux petits cris d'alarme. Effectivement, vous en avez un tout petit peu parlé. La définition des GIR dans notre pays, de GIR 1 à 6, fait l'objet d'un certain nombre de petits débats. Peut-être que vous nous donnerez l'actualité d'ailleurs. Mais il est certain que vouloir gérer ou accompagner le GIR 4 ou de la même manière que le GIR 1, c'est-à-dire au dernier stade de la maladie, est vraisemblablement une hérésie. Pour autant, la réforme de cette classification de la dépendance, qu'est-ce que la dépendance d'ailleurs, n'est pas encore en œuvre. Et puis alors sur l'impact, et vous l'avez dit aussi, l'impact des pouvoirs publics concernant la prise en charge des plus démunis et des plus dépendants. Nous avons dans notre pays aujourd'hui un système qui s'appelle l'habilitation à l'aide sociale, notamment mis en œuvre dans chacun des départements par les conseils généraux. Le cri d'alarme, il est que tout simplement, encore de nombreux départements français continuent à habiliter certains établissements à 100%, de sorte que le prix est strictement encadré dans ces établissements, et donc ils prennent en charge, évidemment, c'est bien le but social, ils prennent en charge pour les plus démunis la totalité du prix. Par contre, on sait tous, et les statistiques nationales le démontrent, que dans l'établissement, en moyenne nationale, un peu moins de 30% des gens sont sous les minima sociaux qui permettent l'habilitation à l'aide sociale. Donc, in fine, ce sont l'ensemble des classes sociales qui peuvent bénéficier de ces tarifs et être prises en charge de façon... d'avoir une contribution au règlement de leurs prestations identique aux cas les plus sociaux, qui ont le plus besoin et qui sont les plus démunis. Voilà quelques regards et je vais rendre la parole à mon éminent voisin qui va beaucoup mieux parler que moi de la vraie dépendance. Vous avez le vôtre, Bonjour. Ça va, ça marche, oui. Donc, effectivement, je suis médecin et je suis très impressionné de venir parler devant vous parce que vous êtes tous d'éminents économistes et que, comme pas mal de professionnels, c'est moi qui parle pas assez fort peut-être, professionnels de santé, je me reconnais un peu dans la phrase de Pierre Daninos, c'est-à-dire que j'ai la faiblesse de penser que je suis pas bête pour 2 sous, mais pour 1 milliard, je deviens complètement idiot. Donc, je vais quand même essayer de m'aventurer sur ce que j'ai prévu de vous dire, qui n'est pas d'ailleurs une approche médicale de la dépendance. C'est peut-être dommage, mais j'avais pas compris que c'était ça, mais plutôt une réaction aux documents qui m'ont été fournis.
à savoir les présentations sur la santé et la dépendance qui ont été faites en mars 2012 à la CDC, et puis la note de M. Plisson plus récente. Alors, il est important déjà de quand même bien revenir sur la notion qu'il y a une séparation importante entre la dépendance et la limitation des capacités fonctionnelles que beaucoup de gens ressentent passé 60 ans ou 70 ans, difficulté à courir, difficulté à faire un certain nombre d'actes de la vie, d'actes un peu exceptionnels de la vie quotidienne. Que la dépendance, on peut trouver toutes les définitions qu'on veut, mais la moins mauvaise reste, pour décrire la situation actuelle, une définition administrative, c'est-à-dire que sont dépendants les gens qui ont demandé à bénéficier d'une aide à la dépendance. Alors, c'est forcément très imparfait, mais on n'a pas beaucoup mieux. Évidemment, ça dépend de la législation et de la réglementation en vigueur, et donc c'est difficile de faire des comparaisons internationales ou des comparaisons historiques. J'ai cru comprendre d'un certain nombre de discussions que j'ai pu avoir dans le cadre des contacts que j'ai avec certains d'entre vous, que la dépendance vue du côté des pouvoirs publics, c'est-à-dire des GIR, groupes iso-ressources 1 à 4, n'était pas tout à fait la dépendance telle que l'imaginent ou telle que l'envisagent plus exactement les assureurs, qui serait plutôt une possibilité de prise en charge des GIR 1 à 3. Et on comprend bien que c'est quand même assez important, puisqu'on est à 1 200 000 dépendants GIR 1 à 4, et que si on enlève les GIR 4, on tombe à 650 000 ou quelque chose d'approchant. Nos prévisions sur la dépendance reposent sur des modèles. Le modèle le plus connu est celui de la compression de la morbidité avec le recul de l'âge de l'apparition des incapacités, modèle de Friis. Modèle qui repose sur un optimisme qui n'est pas confirmé dans les faits, ou en tout cas pas entièrement confirmé dans les faits. Actuellement, il n'est pas certain que l'espérance de vie sans aucune incapacité suive l'espérance de vie tout court, comme on l'avait dit il y a 10 ans. Alors, l'espoir, c'est que entre ces incapacités et la dépendance, on arrive à faire des graduations, et que peut-être l'espérance de vie sans dépendance, au sens GIR 1 à 3 par exemple, lui suivent effectivement l'espérance de vie tout court, donc autrement dit que ce soit toujours les 2-3 dernières années qui soient concernées. Alors il y a d'autres théories, celles de l'équilibre dynamique, qui sont sans doute un peu plus réalistes que la théorie de Friis. Je me suis repenché sur les chiffres qui avaient été présentés, et notamment je suis retourné aussi, qui avaient été présentés en mars, et notamment je suis retourné au rapport Rousseau-Debord, parce que finalement, on dit la dépense publique, c'est 22 milliards pour la dépendance. Alors, quand on creuse un peu, c'est quand même un tout petit peu troublant, parce que, par exemple, il y a 12 milliards venant de la sécurité sociale qui sont sur les soins aux personnes dépendantes, et qui ne sont pas, à proprement parler, la prise en charge de la dépendance. Ou alors, il faudrait afficher très clairement que les personnes dépendantes ne font plus partie des citoyens normalement couverts par la sécurité sociale, et qu'ils ont besoin de quelque chose de spécial. Je pense que ça serait socialement difficile à défendre. De même, dans ces 22 milliards, il y a 2 milliards d'aides sociales départementales à l'hébergement, qui est une disposition pour faire face à la pauvreté, comme toutes les dépenses d'aide sociale. Et je ne vois pas ce que ça a à faire avec la dépendance à proprement parler. Donc, ces 22 milliards, il convient de découper au milieu de ça pour... Alors, pour le reste, bon, tout le monde est à peu près d'accord. Il y a environ 4,7 milliards d'APA, d'aide personnalisée à l'autonomie, qui dépend justement des fameux GIR. Il y a 2,1 millions environ d'exonération fiscale et sociale pour faire du maintien à domicile, et environ 1 milliard d'aide au logement. Mais bon, donc ces 22 milliards sont sans doute un peu surestimés par rapport à ce que c'est vraiment que la prise en charge publique de la dépendance. Ou alors, il faut appeler ça la prise en charge publique des malades, des personnes dépendantes, ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil. Mais le plus important, c'est évidemment le reste à charge.
Parce que si on compte à peu près avec les chiffres que mon voisin a rappelés, sur les coûts en établissement et sur les coûts de maintien à domicile, déduction faite de l'apport public, on arrive à 11,5 milliards pour le maintien à domicile et 14,5 milliards pour les institutions. Donc 26 milliards de reste à charge, ce qui évidemment est assez énorme quand on parle de pouvoir d'achat. Alors ce qui est clair, c'est que les personnes âgées, d'une façon générale, et les dépendantes ne font pas exception à la description, ne veulent pas être discriminées ou stigmatisées. C'est-à-dire que les soins, ils entendent bien qu'ayant cotisé la sécurité sociale, on ne fasse pas rentrer les soins dans autre chose. Et la pauvreté, c'est une aide globale à l'ensemble des problèmes de pauvreté. Donc ça paraît assez difficile de toucher dans un nouveau dispositif à ces deux postes-là. On sent bien aussi que les pouvoirs publics auraient les plus grands mal à toucher à d'autres postes, celui des exonérations fiscales et sociales, parce que grosso modo ça crée de l'emploi, et qu'on est quand même dans une période où on souhaite avoir des emplois, et que l'aide au logement, on a aussi besoin de logement d'une façon générale. Alors évidemment, l'APA, lui, peut être contraint, on peut essayer de le diminuer un peu, mais en pratique, on voit mal comment ça va se produire, et donc il est plus probable qu'il va falloir appliquer des politiques publiques dans le cadre de la philosophie générale des politiques publiques. Et on voit bien qu'en ce moment, on évolue assez fortement vers une augmentation de la CSG notamment. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va résoudre par rapport à tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'aucune politique publique n'envisage véritablement de s'attaquer, enfin je crois en tout cas, au reste à charge. Et on voit quand même effectivement, il suffit de prendre le rapport entre 26 milliards à trouver pour le reste à charge et 26 millions d'actifs. Bon, ça veut dire que grosso modo, si on ne faisait porter que sur les actifs, c'est 1 000 euros par an ou 80 euros par mois. Alors évidemment, on peut s'étendre aux retraités, ça a été dit, qui pourraient voir leur CSG augmenter, etc. On peut tourner vers les revenus sur le capital, etc. Mais enfin, grosso modo, ça va rester à 50, 60 euros par mois minimum. Alors, finalement, comment on pourrait envisager de faire quelques économies ? Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Certaines personnes ont assez bien compris, par exemple pour l'entrée en institution, que il faut mieux, si on est à peu près certain de la moralité de ses enfants et de ses petits-enfants, faire des donations. Parce que en pratique, quand on a un bien immobilier, ou à fortiori plusieurs, on ne bénéficie jamais du système d'aide sociale à l'hébergement, puisque l'aide sociale et l'hébergement sont un de ces modes de financement, c'est l'hypothèque des biens. Donc évidemment, on ne va pas faire hypothéquer ces biens. Par contre, si on les a donnés 10 ans avant, on est un peu tranquille. Donc il y a quand même une éventualité d'un système de vases communicants. J'ai vu que M. Plisson prônait aussi les donations pour favoriser la transmission plus rapide du patrimoine. Bon voilà, il faut aussi savoir que ça a quelques conséquences. Les autres modalités de réduction des coûts, il y a la prévention. Alors la prévention, c'est bien l'idée de se rapprocher du modèle de Friis, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la rectangularisation de la fin de vie, c'est-à-dire si les fonctions diminuent comme ça, on voudrait qu'elles diminuent comme ça, c'est-à-dire qu'on soit en forme jusqu'à la veille de sa mort, et les plus optimistes disent pourquoi pas le jour même. Mais donc, ah non, après ça n'a pas été envisagé, là ça vous dépassez tous. Bon, le deuxième point qui pourrait limiter les coûts, c'est effectivement celui de ces fameuses gérontechnologies dont on parle. Mais il faut bien comprendre qu'une des difficultés pour développer ce secteur, c'est finalement la multiplicité des acteurs qui sont susceptibles d'en bénéficier. Quelques exemples. Si on considère que des technologies devraient permettre de maintenir les personnes au domicile plus longtemps, le reste à charge étant plus important en institution qu'au domicile,
les personnes âgées elles-mêmes et leurs familles devraient avoir intérêt à investir dans ces technologies. D'accord, premier type de bénéficiaire. Deuxième type de bénéficiaire, si dans les technologies, parlons de télémédecine par exemple, eh bien théoriquement ça doit diminuer les dépenses d'assurance maladie en termes d'ambulance, en termes de passage aux urgences, en termes d'hospitalisation inutile. Donc deuxième type d'acteur, d'acteur qui peut en bénéficier, l'assurance maladie. Troisième type qui pourrait en bénéficier, il y a une certaine robotisation des tâches qui permet de faire à des robots un certain nombre de choses au domicile, sans aller dans des choses très compliquées. Un aspirateur robot permet à l'aide ménagère de ne plus passer l'aspirateur, enfin, pour faire simple. Donc moi j'aime assez cette formule, les aides ménagères devraient faire autre chose que de faire du ménage. Parce que effectivement, elles peuvent contribuer à quelque chose, c'est-à-dire de la stimulation intellectuelle ou physique pour que les personnes restent au domicile. Donc, tout ce qui va, ce type de technologie, de robotisation, de mécanisation, doit permettre de faire des économies sur l'APA avec une modification de, comme ça a été dit, de substitution capital-travail. Donc, le problème, c'est que ces ensembles d'économies possibles, il n'y a pas de guichet unique. Donc, finalement, soutenir les innovations dans ces domaines, ça veut dire aux innovateurs, vous devez aller chercher de l'argent pour développer votre système, mais mais alors l'assurance maladie, et puis les départements pour la PA, et puis les associations, etc., fonctionnent comme le système de la patate chaude. C'est-à-dire que s'il y en a un qui paye, on verra ce qu'on peut faire, mais tant qu'il n'y en a pas un qui a payé, j'y vais pas. Donc, en pratique, cette absence de guichet unique ne facilite pas l'innovation, ou tout au moins ne facilite pas, non pas l'innovation, mais le modèle économique qui permet cette innovation. Donc, après, moi, j'avais réfléchi un tout petit peu à un certain nombre d'aspects qui ont été déclinés sur pourquoi le marché des assurances non obligatoires ne décolle pas plus que ça. Si c'est obligatoire, c'est un autre problème. Mais je veux dire, ma conclusion essentielle, alors, en tant que professionnel de santé, c'est bien effectivement que les acteurs économiques veuillent bien participer aux actions qui risquent de diminuer les coûts. Et je vous dis, j'en cite essentiellement deux, la prévention et les gérontechnologies. Je vous remercie. Didier Duplan, directeur adjoint d'une fédération d'aide à domicile, ADSA à domicile. Je reviens sur les propos de M. Plisson, même si M. Miette a un petit peu aplani certaines choses, et je le remercie. Je suis surpris qu'on parle de financement avant d'avoir défini ce qu'on veut financer. Je suis surpris qu'on ne parle pas de risque. Je suis surpris qu'on parle d'industrie. On parle de personnes, il me semble. Ce seront nous-mêmes dans quelques temps. Donc je suis surpris de tout un tas de choses qui font oublier quand même la nécessité d'une notion de solidarité, d'une notion d'équité. Donc l'assurance, qu'elle soit privée, parapublique, tout ce qu'on veut, n'est pas une solution qui permet d'avoir un accès équitable en cas de perte d'autonomie. Donc il y a tout un tas de choses qui me surprennent et j'ai l'impression qu'on prend un petit peu, excusez-moi, les choses un petit peu à l'envers. Quand dans votre note vous parlez de palliatif de financement, je suis excessivement surpris. Quand j'entends que vous dites les jeunes n'ont pas à financer, est-ce qu'on a exclu de l'assurance maladie les jeunes sous prétexte qu'ils ne seraient malades qu'après, plus particulièrement en tout cas, après un certain âge? Alors, si on met en cause tout le système de la sécurité sociale, moi je ne vais pas avoir beaucoup ma place ici, mais ce n'est pas un problème, mais je trouve qu'en termes de choix de société, d'engagement et de solidarité justement intergénérationnelle,
on n'est pas un problème de transmission de patrimoine quand on sait que le patrimoine moyen en France est à moins de 250 000 euros, que l'APA, le reste à charge moyen est de 20 000 euros par an, on parle bien de moyenne, que la moyenne de perte d'autonomie, elle est quand même plutôt de 4 ans. Donc voilà, on multiplie tous ces chiffres et puis on s'aperçoit que finalement, je ne suis pas sûr que ce soit le seul problème, qu'on est dans une situation effectivement où les plus jeunes rentrent de plus en plus tard dans la vie active et que si on ne fait rien, en dehors d'autres aspects de planète qui ne feront pas l'objet de débat ici, on va mettre nos propres enfants dans des situations absolument inextricables, sans parler de nous-mêmes, parce qu'on a aussi un appauvrissement général, effectivement, des patrimoines, ce qui fait que nos aînés ont plus de chances de moins mal s'en sortir que nous, etc. Donc je suis surpris qu'on prenne le problème par un bout, qui est un point d'entrée certainement, mais qui occulte les autres sujets. Alors, déjà, en fait, ce qu'on m'a demandé ici, en fait, c'était juste de résumer en fait les propositions que j'avais faites à la fin d'une présentation qui était beaucoup plus longue en fait sur la dépendance. Donc là, c'est vraiment, on m'a demandé juste de faire uniquement quelles pourraient être les propositions. Donc c'est pour ça que j'occulte énormément de choses dans ce que j'ai fait là, mais c'était voulu en fait. Moi, il est vrai que j'ai une approche financement, parce que c'est ce que je connais le mieux, et que je ne suis pas médecin, et que c'est vrai que sur ces problématiques qui ont été soulevées de l'aide publique pour la dépendance, que le fait qu'on inclut en fait dans cette aide publique des choses qui ne sont peut-être pas pour la dépendance, c'est vrai que moi en tant qu'économiste, je connais beaucoup moins ça, donc je serais ravi que les médecins nous donnent un chiffre peut-être plus fin sur qu'est-ce qui relève vraiment de la dépendance. Par contre, en revanche, sur les aspects intergénérationnels, justement, moi je parle bien de solidarité. Et ce que je dis, c'est que s'il y a un coût, une prise en charge à financer, parce qu'on peut avoir un aspect prise en charge, humain, etc. Moi je regarde les aspects vraiment financement plus macro. Mais s'il y a un coût à financer, je pense que justement, si on veut être un peu équitable, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait qu'une partie de la population qui financerait ce coût. Et quand on voit en fait la distribution, par exemple, des patrimoines aujourd'hui en France, on voit qu'elle est quand même fortement concentrée chez les seniors et pas chez les jeunes actifs qui, eux, sont plutôt pour 25%, les 18-25 ans au chômage, etc. Donc moi, l'idée, c'est plutôt de dire, voilà, s'il y a un coût à financer, qu'on ait une répartition un peu équitable, que ça ne soit pas que le travail, que ça soit aussi le capital, que ça ne soit pas que les jeunes, mais que ça soit aussi les retraités aisés. Et c'est pour ça que pour avoir une approche un peu plus équitable, je pense que, alors c'est une idée, on peut en discuter, mais un financement via la CSG, par exemple, me semble avoir une assiette beaucoup plus large, en fait, et donc du coup beaucoup plus équitable que les cotisations sociales qui pénalisent vraiment uniquement ceux qui travaillent, quoi. Donc c'était ça mon idée. Alors peut-être que je l'ai mal défendu, mais c'était ça mon idée. Oui, enfin, je pense, Stéphane Le Boulaire, donc j'ai conduit un certain nombre de travaux sur les questions de dépendance et les politiques publiques en la matière. Mais il n'y a pas simplement ce que vous dites, et sans prendre la même approche que l'intervenant précédent. C'est un biais de dire que la réforme qui s'essaye depuis 5 ans est une réforme de l'assurance dépendance. C'est tout simplement faux. C'est pas ça qui s'essaye depuis 5 ans. C'est une réforme de la prise en charge de la dépendance. Ce n'est pas du tout la même chose. La question de l'assurance dépendance n'a pas réussi à émerger comme un certain nombre d'interlocuteurs voulaient la faire émerger depuis 5 ans, tout simplement parce qu'elle n'apportait pas de réponse satisfaisante au problème global de prise en charge de la dépendance. Ces problèmes, ils sont connus et il ne faut pas les minimiser. Il y a les effets démographiques, il faut bien distinguer selon les périodes. Il y a l'effet de gamme dont vous avez parlé un peu trop vite. L'effet de gamme est massif. Quand on veut bien prendre en charge correctement ou considérer une prise en charge correcte des individus en établissement et à domicile, l'effet de gamme de la prise en charge de la dépendance est massif et bien plus important que l'effet démographique. Et quand on passe avec des prévisions modestes de 0,90% du PIB à 1,6% du PIB
entre 2005 et 2020-2025, ce n'est pas du tout un saut modeste. Et sans parler de ce qui se passe en 2040 ou 2045. Donc il y a un effort massif à consentir et on ne peut pas le réduire à une modalité de financement particulière puisqu'il y a plusieurs sujets à couvrir dans cette réforme de la dépendance et pas de l'assurance dépendance. Il y a un problème massif de soutien à domicile de qualité, puisque on sait très bien que le pouvoir d'achat de l'APA, depuis qu'elle a été mise en place il y a 10 ans, ce pouvoir d'achat s'est dégradé. Donc la capacité à payer des heures de qualité depuis 10 ans s'est dégradée, alors que ce n'est pas la situation pour ce qui est des personnes prises en charge. Donc dégradation de la prise en charge. En établissement, il y a un problème massif de reste à charge qui nous a été exposé, 1 500 € de reste à charge pour une retraite moyenne des personnes âgées femmes, puisque ce sont elles qui sont majoritairement à ces âges-là en établissement, est quelque chose d'absolument phénoménal. Donc il y a ce problème-là, il y a un problème massif de péréquation territoriale. Tout ça n'est absolument pas couvert par une problématique d'assurance dépendance. Et encore une fois, c'est parce que cette problématique d'assurance dépendance n'a pas répondu au problème que ceux qui voulaient l'imposer dans le débat depuis 5 ans n'ont pas réussi à l'imposer. Et c'est pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à imposer l'assurance dépendance qu'ils ne se sont pas intéressés à cette réforme depuis 5 ans. Il faut dire les choses. Et la vérité, c'est ce que me dit M. Piette, c'est qu'il y a un problème de régulation, de financement global qui est intéressé. Alors, qui est intéressé à faire des économies en termes de prévention ou à faire une meilleure régulation dans le système? Effectivement, vu la diversité, la disparité, la dispersion des acteurs, pas grand monde n'est intéressé à réduire les coûts. Il y a ces problèmes, il y a des problèmes d'incitation microéconomique, tout bête, il y a des problèmes de partage patrimoniaux au sein des familles, ça c'est très important, mais il faut regarder de près ce qui se passe et un certain nombre de mesures qui ont pu être envisagées depuis 5 ans ne prenaient pas en compte concrètement ce qui se passe concrètement au sein des familles. Et ce que disait M. Piette sur les transmissions précoces de patrimoine, oui, c'était un échappatoire direct à ce que les pouvoirs publics, au cours des dernières années, essayaient de mettre en place en termes de mesures. Il y avait de l'optimisation socio-fiscale de base qui, de fait, discréditait les mesures qui étaient envisagées par ailleurs. Donc, il faut faire très attention quand on parle de ces questions de prise en charge de la dépendance à l'utilisation d'un certain nombre de concepts de base de l'économie et un certain nombre de concepts que je connais par ailleurs, mais qui dysfonctionnent plus qu'ils ne fonctionnent bien souvent quand on parle de ces sujets-là. Merci. Peut-être une autre intervention. Michel Dupuis-Dobby, je suis assureur. Moi, il y a quelque chose qui m'a plu dans 3 interventions, c'est d'entendre parler de prévention. Parce que je crois que ça serait bien d'englober dans la réflexion sur cette question de dépendance toutes les réflexions qu'il peut y avoir en amont sur la prévention. On le sait bien, on est en train de parler de dépenses supplémentaires dans un pays qui commence à devenir un peu exsangue, et je pense que pour limiter la dépense doit être un des premiers, disons, moteurs de ce qu'on peut faire. Et je pense qu'à partir de là, par exemple, ce que souhaitent les gens, c'est vrai, à 97%, je me rappelle du colloque de mars, ils souhaitent rester chez eux. Pour qu'ils restent chez eux, il y a peut-être un chiffre qui serait intéressant qu'on ait, c'est dans la séparation entre les maladies neurodégénératives et puis les dépendances liées aux accidents, quelle proportion cela représente-t-il? Parce que je pense, par exemple, que en ce qui concerne la prévention des accidents à domicile des personnes âgées, il y aurait peut-être un certain nombre d'innovations que l'on pourrait faire, que ce soit peut-être en matière publique. C'est vrai que les niches fiscales, c'est peut-être pas bien vu à l'époque actuelle, mais on pourrait imaginer qu'à partir d'un certain âge, l'adaptation des logements, qui sont pas des éléments forcément fort coûteux, dès lors où il s'agit simplement de mettre une rampe quelque part ou d'adapter une salle de bain, c'est pas forcément quelque chose de très coûteux. On pourrait imaginer quelque chose. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir de l'imagination et de l'innovation en matière d'assurance sur des contrats d'habitation qui pourraient peut-être prendre en charge une partie de ces améliorations dès lors que les gens sont dépendants ou dès lors peut-être que les gens ont déjà eu un accident à domicile. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait peut-être en tout cas limiter une partie du coût, parce que si on limite le coût, derrière, le financement est plus facile.
Merci. Des réactions de la tribune? Je réponds peut-être à la question précédente. Déjà, juste un point sur l'aide sociale. Ces phénomènes en fait où on donne tout aux enfants pour ensuite bénéficier de l'aide sociale qu'on observe beaucoup aux États-Unis. En théorie, en France, c'est quand même plus compliqué puisqu'il y a quand même l'obligation alimentaire des descendants. Donc, il se trouve qu'elle n'est pas toujours récupérée. Mais en théorie, si je donne à mes enfants et que mes enfants sont riches, avant de bénéficier de l'aide sociale, le département va regarder si mes enfants peuvent me financer. Donc, si c'est appliqué, je sais que ça ne l'est pas toujours, mais si c'est appliqué, on ne devrait pas avoir ce genre de phénomène en France. Contrairement aux États-Unis où ça c'est massif. Par rapport à ce que vous avez dit sur... alors, je suis tout à fait d'accord avec vous en fait. L'assurance, c'est... En fait, on reprend ce terme parce que pendant 5 ans, on nous a parlé de la réforme de l'assurance dépendance et aujourd'hui, on reparle encore, là j'ai vu un article là, de la ministre en charge, elle parle encore de la réforme de l'assurance dépendance. Moi, c'était assurance au sens large, hein, c'est-à-dire assurance privée, assurance sociale. Hein, c'était vraiment financement du risque dépendance. Hein. Donc, c'était pas du tout uniquement privé quand j'ai pris ce mot-là. Après, c'est vrai que moi, j'ai une approche qui est uniquement sur le financement, mais parce que, voilà, je vais pas m'aventurer sur des champs que je connais pas, c'est-à-dire le secteur de la prise en charge, etc. Enfin, je connais un petit peu, mais beaucoup moins. Mais vous avez raison, le problème, c'est pas l'assurance, le problème, c'est que les gens soient bien pris en charge. Pour qu'ils soient bien pris en charge, un des aspects, c'est quand même de le financer. Et quand vous parlez des problèmes entre départements, derrière, on a bien un problème de financement, d'une assurance sociale, mais un problème de financement. Une dernière question. Assurance. On n'a pas parlé de la réversibilité du girage, alors que l'on sait très bien, les professionnels de santé, qu'un GIR 4 est réversible s'il est bien pris en charge en partie, un GIR 3 un peu moins et un GIR 2 encore moins. Qu'est-ce qu'on va financer? Est-ce que l'intérêt, comme le font certains acteurs, M. Piette le sait bien, que financer une bonne prise en charge d'une personne âgée va lui permettre de retrouver un girage supérieur? C'est une chose. Et deuxième point, je voudrais parler des gérotechnologies. Dans les différents échanges, dans le groupe de travail, société et vieillissement, la modératrice a volontiers parlé de technologies, certes pour les personnes âgées, mais également de technologies pour les malades et pour les personnes handicapées. Donc elle a parlé de technologies au sens large, de technologies pour l'autonomie, et pas spécialement de gérontechnologie. Elle a notamment mis en avant les concepts de design for all et d'usage équitable, qui font que les technologies, la conception des technologies doit être universelle et doit être utilisable par chacun. Pourquoi rester sur une terminologie de gérontechnologie alors qu'on recherche un modèle économique? Et pourquoi pas développer des technologies qui sont utilisables par tous, que la personne ait 80 ans, ou qu'elle soit handicapée à 30 ans, qu'elle soit cérébro-lésée avec les mêmes incapacités qu'une personne Alzheimer? Pourquoi garder ce terme de gérontechnologie qui va limiter la recherche de ce modèle économique? Ensuite, quel que soit l'usage qu'on en fait, on peut en varier les capacités d'usage et en modifier l'usage. On le voit très bien dans différentes technologies. Et inversement, le monde de l'autonomie est riche en technologies. Pourquoi pas les regarder de plus près pour les adapter pour des personnes plus âgées? Merci. Je réponds peut-être de 2 mots. Pour gérontechnologie, en fait, c'est parce que j'incluais aussi en fait tout ce qui est prévention des personnes âgées, en cas, par exemple le fait que les personnes âgées, si elles chutent, il y a un signal qui est envoyé, etc. Donc j'ai dit gérontechnologie parce que j'avais quelque chose d'un peu plus propre aux personnes âgées, mais vous avez raison. Après, il y a toute une série de techniques qui permettent l'autonomie qui ne sont pas propres aux personnes âgées. Mais il y a des dispositifs, par exemple, qui permettent de contrôler le niveau d'insuline dans le sang, etc., qui sont quasiment automatiques et qui, eux, sont vraiment propres aux personnes âgées. C'est pour ça que j'ai parlé de gérontechnologie. Alors, je voudrais juste m'expliquer sur ce terme gérontechnologie. D'abord, les groupes auxquels j'appartiens s'appellent toujours technologie pour l'autonomie et gérontechnologie. Alors, comme c'est un peu long, on essaye de... Bon. Vous m'accorderez que les exemples que j'ai pris, la télémédecine qui s'applique à toutes les maladies chroniques, l'aspirateur robot que vous utilisez peut-être d'ailleurs, sont des technologies sinon pour tout le monde, au moins pour beaucoup de monde. Là où je suis plus tout à fait d'accord, c'est sur le transfert technologique depuis le monde du handicap vers le monde des personnes âgées dépendantes. Parce que je crois qu'il y a des différences
peut-être aussi importantes que ce qui les rapproche. Il y a des choses qui les rapprochent, bien évidemment. Mais la demande des personnes handicapées adultes est une demande assez spécifique. Ils veulent être autonomes, ils ne veulent ne dépendre de personne, ils veulent à la limite qu'on ne voit pas leur handicap, et ils sont prêts à investir avec des aides qui sont, on peut les juger insuffisantes, mais enfin qui sont substantielles. Ils sont prêts à investir sur une technologie pour 20 ans. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la demande des personnes dépendantes qui veulent une technologie pour les aider, mais qui veulent aussi de la présence humaine. Donc il y a déjà un balancement. Et qui ne savent pas s'ils seront encore dans les mêmes conditions dans un an. Donc qui veulent quelque chose de plutôt low cost, plutôt en location. Enfin, vous voyez, je veux dire, et en plus, si vous prenez les robots d'assistance pour paraplégiques ou tétraplégiques, il n'y a pas d'adaptation possible à quelqu'un difficile en tout cas, à quelqu'un qui marche mal. Donc, je pense qu'il ne faut pas, mythifier sur l'avantage qu'il y aurait à tout faire ensemble. En plus, le monde des handicapés adultes est un monde qui a sa propre structuration, qui est complexe mais qui existe, ses propres modalités de financement dont ils sont très jaloux, et à juste titre, je comprends. Et c'est pas le même monde, franchement. Hein. Ce qui était surtout noté, c'était le besoin d'une labellisation de ces technologies et de les mettre à disposition du public, qu'il soit connaisseur ou pas, qu'il en fasse usage, mais déjà que les professionnels, les innovateurs de ce secteur puissent en avoir connaissance, les aidants aussi, bien évidemment, pour pouvoir être peut-être novateur demain. Alors peut-être qu'un acteur qui cible une population plus jeune va être innovant pour une personne plus âgée. Mais donner l'information et délivrer l'information sur les technologies à tous est moteur d'innovation plus large que de rester sur un public de connaisseurs des 60 ans et plus. Ensuite, les professionnels jouent leur rôle aussi dans ce cadre-là. On est là pour conseiller. Je pense que vous avez touché à demi-mot d'un point très très important. Il y a de l'innovation qui est nécessaire. Il y a un énorme besoin de communication parce que on peut faire des innovations si on se trouve avec des personnes âgées qu'on ne peut pas informer parce qu'il n'y a pas de canaux d'information connus, des aidants qui disent « Ah bah oui, mais avec ça, l'aide ménagère va plus rien faire, elle va se tourner les pouces », parce que c'est quand même ça qui est dans les mentalités. Et puis des aidants, des aides ménagères ou auxiliaires de vie qui ne savent pas ce que c'est que ces technologies et qui disent « Ah bah ça, c'est pas pour moi ». Je veux dire, tant qu'on est dans cet état d'esprit collectif, ça va être difficile. Et donc, le gros travail, je crois, est un travail de formation. On va essayer de s'y atteler. Merci infiniment à tous. Je vous propose maintenant une pause pour se retrouver à 17h sur la question de l'impact du vieillissement sur les marchés du logement. Merci beaucoup.